À mon dîner de remise des diplômes, j'ai vu ma mère glisser quelque chose dans mon verre. Alors je me suis levé, tout sourire, et je l'ai donné à ma sœur. Elle a bu ce qui m'était destiné. Bonjour, je m'appelle Camille Leroy. J'ai 23 ans et je viens d'obtenir mon diplôme en biologie environnementale à l'Université de Lyon. Cela aurait dû être une journée remplie uniquement de joie. Un jour où je pouvais enfin garder la tête haute après 4 années d'études acharnées, fier d'avoir enfin prouvé ma valeur. Mes parents n'avaient pas regardé à la dépense, louant le luxueux toit-terrasse de l'Intercontinental Lyon, Hôtel Dieu, où les lumières de la ville scintillaient sous nos pieds. Un petit orchestre jouait des morceaux classiques, et des plateaux de mets délicats circulaient sans fin parmi les invités. Tout était impeccable, si somptueux que cela semblait irréel, surtout alors que quelques semaines plus tôt, ils m'avaient traité d'incapable, l'enfant qui ne ferait jamais honneur à la famille. Mais soudain, au milieu de tous ces rires et félicitations, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon cœur. Lorsque le serveur a posé un cocktail préparé à l'avance devant moi, mes yeux ont capté un mouvement rapide, presque instinctif, de ma mère, Victoire Leroy. Sa main ornée de diamants s'est légèrement inclinée, et j'ai vu une étrange poudre blanche glisser discrètement dans le liquide clair. Cela s'est passé en un instant, le genre de moment que n'importe qui d'autre aurait pu manquer, mais pas moi. En un éclair, mon sang s'est figé. Ils avaient planifié cela. Ma propre mère, devant tout le monde, essayait de me détruire avec cette même main que la société louait comme celle de la grande dame philanthrope de Lyon. Je ne pouvais pas trembler. Je ne pouvais rien laisser paraître. J'ai saisi le verre, souriant à tous les visages, attendant le moment parfait pour porter un toast. Puis, alors que tous les regards étaient encore braqués sur moi, je me suis tourné gracieusement et j'ai tendu le verre à Sophie, ma sœur, le joyau étincelant que mes parents avaient toujours adoré. Tu mérites cela plus que moi, dis-je d'un ton léger, presque taquin, et Sophie rayonna, levant le verre et buvant sans une seconde d'hésitation. Cette nuit-là, sous les lumières scintillantes de Lyon, j'ai réalisé la terrible vérité. Ma propre famille de sang était celle-là même qui essayait de me détruire. Avant de continuer, je veux faire une pause et vous demander quelque chose. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et laissez-moi vous demander aussi, avez-vous déjà dû défendre votre propre valeur? Même lorsque la personne qui vous blessait était votre propre famille? Je suis né et j'ai grandi dans une famille que le monde extérieur aimait appeler le modèle parfait de la réussite lyonnaise. Mon père, Richard Leroy, était connu comme l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'industrie pharmaceutique en Auvergne-Rhône-Alpes. PDG de Leroy Pharmaceutique, une société que la presse ne cessait de louer comme la fierté de l'industrie française. Il apparaissait en couverture du magazine Challenge, intervenait lors de conférences somptueuses et était invité à donner des cours de stratégie d'entreprise dans des grandes écoles prestigieuses. Mais derrière toute cette admiration se cachait un homme froid, calculateur, qui ne plaçait jamais la famille au-dessus du profit. Pour lui, Sophie et moi n'étions pas ses filles de chair et de sang. Nous étions des pions, la preuve qu'il avait bâti l'empire familial parfait. Ma mère, Victoire, n'était pas différente. Elle venait d'une famille éminente, une lignée comptant des générations de médecins. Dès son plus jeune âge, on lui avait appris que la réputation, le statut et l'élégance comptaient plus que tout. Elle était le genre de femme dont les photos de magazines étaient toujours retouchées à la perfection. Le genre qui exigeait que chaque apparition publique laisse les gens admiratifs. À ses yeux, Sophie était la continuation parfaite de la lignée Leroy. Brillante, gracieuse, diplômée d'HEC Paris avec les plus grands honneurs et gravissant rapidement les échelons vers un poste de direction dans l'entreprise. À chaque soirée, chaque séance photo, ma mère présentait Sophie comme l'héritière légitime de la famille. Et moi, je n'étais que Camille, la seconde fille, jamais assez bien aux yeux de mes parents. Je me souviens encore de la première fois où j'ai réalisé la différence, quand j'étais à l'école primaire. J'avais participé à une course de cross-country et, à ma grande surprise, j'avais remporté une médaille d'argent. Je me suis précipité à la maison, ravi, espérant que mes parents seraient fiers. Mais au moment où je suis entré dans le salon, je les ai vus ouvrir le champagne, célébrant le fait que Sophie avait été choisie pour jouer du piano lors d'un événement municipal. Mon père a jeté un coup d'œil rapide à ma médaille, puis a hoché la tête et a dit, « Bien, mais ne te fais pas d'illusions en pensant que courir aidera un jour ta carrière. » Ma mère n'a même pas levé la tête de la robe qu'elle essayait. De ce jour, j'ai compris que la reconnaissance dans cette famille ne serait jamais pour moi. Au lycée, le favoritisme est devenu indéniable. Sophie était la star de tout.
Elle était capitaine de l'équipe de débat, championne de tennis, élève modèle avec des 20-20, et chaque fois qu'elle accomplissait quelque chose, toute la famille organisait des fêtes, posait pour des photos et voyait son nom dans le journal local, Le Progrès. Les murs de notre maison étaient couverts des triomphes de Sophie, des photos d'elle tenant un trophée de tennis à la lettre d'admission encadrée d'HEC. Et moi, j'avais aussi d'excellentes notes. Je gagnais aussi des prix scientifiques, mais les miens étaient enfouis dans un tiroir. Je n'oublierai jamais la seule fois où ma mère a assisté à l'une de mes expositions scientifiques en classe de seconde, lorsque j'ai remporté la première place de toute la région pour mes recherches sur l'impact des antibiotiques sur l'eau des étangs. J'attendais nerveusement, désespéré d'avoir son câlin, ses éloges. Mais quand on m'a remis le prix et pris des photos, elle s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille, « Tu as l'air si négligé. Comme une enfant errante qui n'a pas sa place ici. » Ces mots m'ont transpercé le cœur, tuant la joie qui venait juste d'éclore. Mes parents ne m'ont jamais demandé ce que je voulais. Ils avaient déjà tout tracé. Camille étudierait la pharmacie, rejoindrait l'entreprise, travaillerait comme chercheuse pour soutenir le leadership de sa sœur. Tout autre rêve que j'avais était absurde. Je leur ai dit encore et encore que j'aimais l'environnement, que je voulais étudier les effets des déchets industriels sur les écosystèmes. Mon père a rejeté cela d'un revers de main. C'est juste pour les gens qui écrivent des rapports inutiles. Tu dois faire un vrai travail pour contribuer à la famille. Quand j'ai été admise à l'université pour des études environnementales, il a explosé de rage, menaçant de couper tout soutien financier. Ce n'est que grâce aux bourses et plus tard aux prêts étudiants que j'ai réussi à tenir bon. J'ai souvent pensé que j'étais né juste pour être le décor de Sophie. Elle montait toujours sur scène baignée de lumière vive tandis que je restais dans l'ombre, attendant un regard de reconnaissance qui ne venait jamais. On me traitait de têtu, d'ingrate, alors que Sophie n'avait qu'à sourire pour tout recevoir. Ce sentiment s'est gravé si profondément en moi que, dès mon plus jeune âge, j'ai cru n'être rien de plus qu'une ombre et une pièce inutile dans la famille Leroy. Et plus je grandissais, plus je comprenais une amère vérité. Dans cette maison, l'amour n'était jamais inconditionnel. Il était lié à la réussite, au fait de correspondre ou non à leurs attentes. Sophie y correspondait et elle était aimée. J'étais différente et je suis devenue l'épine qu'ils voulaient arracher. Ma grand-mère Marguerite était la rare lumière dans les années par ailleurs sombres de mon enfance. Alors que mes parents méprisaient et ignoraient mes efforts, elle était la seule à me voir vraiment. Elle n'était pas seulement ma source de réconfort. C'était une femme extraordinaire. Des décennies avant ma naissance, elle avait été l'une des chimistes les plus brillantes de France. Elle avait remporté des prix de recherche majeurs, son travail ouvrant la voie à la création de nouveaux composés pour les traitements pharmaceutiques. Ironiquement, ce sont ses premières découvertes qui ont jeté les bases de ce qui deviendrait plus tard le roi pharmaceutique. Pourtant, dans chaque livre d'histoire de l'entreprise, chaque brochure sur papier glacé, son nom était introuvable. Je me souviens qu'une fois, elle m'a emmené dans le vieux sous-sol de sa maison et a ouvert une malle en bois poussiéreuse. À l'intérieur se trouvaient des piles de notes de recherche écrites de sa main élégante mais forte. Elle m'a dit que ces formules avaient conduit au tout premier médicament antidouleur que l'entreprise de mon père avait utilisé pour se lancer. Ils ont pris mon travail, a-t-elle dit avec un sourire triste, et ensuite effacé mon nom de chaque certificat, chaque photographie, parce que j'étais une femme, Camille. À l'époque, les gens ne croyaient pas que les femmes pouvaient être égales aux hommes dans un laboratoire. En entendant cela, mon jeune cœur était à la fois furieux et douloureux. Je lui ai demandé, « Est-ce que tu le regrettes ?» Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une étincelle féroce. Non, parce que la science n'est pas une question de gloire, c'est une question de service aux gens. Mais je regrette d'avoir laissé les autres décider de ma valeur. Grand-mère Marguerite n'avait rien à voir avec mes parents. Si mon père voyait tout uniquement à travers le prisme du profit et du pouvoir, elle regardait les gens et les générations futures. Elle me disait toujours, ne laisse jamais personne te dire que ta passion est insignifiante. Si tu aimes l'environnement, suis cette voie. Si tu veux te battre, alors bats-toi. Ne deviens l'ombre de personne, pas même l'ombre de cette famille. Ces mots sont devenus ma boussole. La chose qui me maintenait stable chaque fois que mon père me grondait ou que ma mère me rabaissait. Ce que mes parents ignoraient jusqu'à un certain jour, c'était que ma grand-mère avait préparé un cadeau secret pour moi. Quand j'étais petite, elle me disait souvent qu'un jour je serais libre, que j'aurais la force de ne jamais dépendre de personne. Je pensais que c'était juste sa façon de me réconforter. Mais en vérité,
elle avait discrètement établi un fonds de dotation d'une valeur de 10 millions d'euros à mon nom seul. Les conditions étaient claires. L'argent ne serait débloqué qu'une fois que j'aurais obtenu mon diplôme universitaire ou atteint l'âge de 25 ans, la date la plus tardive étant retenue. Ce n'était pas juste un héritage. C'était la clé de mon évasion de l'emprise de mes parents. Je l'ai appris quand j'avais 16 ans, peu de temps avant son décès. Elle m'a appelé dans sa chambre, m'a tenu la main fermement, ses yeux voilés par la maladie mais brillant encore de fierté. « Camille, a-t-elle dit, je ne te laisserai pas passer ta vie piégée dans ce cycle d'injustice. Promets-moi, quoi qu'il arrive, que tu suivras le chemin que tu as choisi. Ne laisse personne t'acheter ou te forcer. » À l'époque, je ne comprenais pas tout à fait, mais j'ai hoché la tête. Quelques mois plus tard, elle était partie, me laissant avec un vide creux qui ne m'a jamais quitté. Mes parents ne savaient rien du fond jusqu'à 3 mois avant l'obtention de mon diplôme. Lors d'une réunion d'entreprise sur les finances et le patrimoine familial, l'avocat de longue date de la firme, peut-être par accident, a mentionné un compte spécial géré par un groupe indépendant de fiduciaires. Il a supposé que mes parents le savaient déjà et a fait une remarque en passant. Mais à cet instant, j'ai vu le visage de mon père se vider de ses couleurs et les yeux de ma mère se durcir en un regard froid. Après la réunion, ils ne m'ont rien dit, mais je savais que la tempête avait commencé. À partir de ce moment, la façon dont mes parents me regardaient était complètement différente. Ce n'était plus du simple mépris ou du dédain. C'était une hostilité silencieuse. Ils comprenaient que si je recevais cet héritage, je serais complètement indépendante. Je n'aurais pas besoin de l'entreprise. Je n'aurais pas besoin de la prestigieuse famille Leroy. Et je pourrais même avoir le pouvoir de m'opposer à eux. Ils avaient peur parce que je n'étais plus juste l'enfant rebelle. J'étais devenu une véritable menace. Et j'ai commencé à réaliser que le fonds n'était pas seulement un héritage que ma grand-mère m'avait laissé. C'était la preuve qu'elle croyait que j'étais capable de bien plus, qu'elle plaçait sa foi en mon intégrité. Alors que le monde entier de la famille Leroy tournait autour du pouvoir et de l'argent, Marguerite m'avait confié autre chose, la responsabilité de briser ce cycle toxique. Et c'est ce secret, combiné à ce que j'ai découvert sur les déversements toxiques de l'entreprise, qui a fait de moi une cible. Mes parents ne voulaient pas seulement récupérer les 10 millions d'euros. Ils voulaient protéger l'empire que ma grand-mère avait involontairement bâti avec son génie, mais qu'ils avaient volé en son nom. Et à leurs yeux, la seule façon de garder tout en sécurité était de m'éliminer complètement du jeu. J'ai découvert les déversements toxiques illégaux de l'entreprise au cours de mon dernier semestre à l'université, lorsque j'ai eu la chance de rejoindre un projet de recherche sur le terrain mené par le département des sciences environnementales en partenariat avec une agence locale de conservation. Le site d'étude était le Rhône, plus précisément une section traversant la vallée de la Chimie au sud de Lyon, documentée depuis longtemps comme étant à risque de contamination. J'ai choisi ce projet non seulement par passion scientifique, mais parce que j'avais un sentiment inébranlable, presque instinctif, que quelque chose là-bas attendait d'être découvert. Au début, le travail était routinier, collecter des échantillons d'eau et de sédiments, les ramener au laboratoire pour analyse. Avec d'autres étudiants, je mesurais les niveaux de pH, l'oxygène dissous et vérifiais la présence de métaux lourds. Mais dès les premiers tests, j'ai remarqué des irrégularités alarmantes. Les niveaux de mercure et de plomb étaient bien supérieurs aux normes de sécurité européennes. Plus nous creusions, plus les résultats devenaient inquiétants. Nous avons commencé à détecter des traces de composés pharmaceutiques, des molécules synthétiques que j'ai reconnues instantanément pour avoir lu des revues spécialisées. Typiquement, ces substances n'apparaissent que dans les eaux usées non traitées des usines de fabrication de médicaments. Lorsque j'ai rapporté mes conclusions à mon professeur superviseur, il a hoché la tête pensivement. Nous le soupçonnons depuis longtemps, mais personne n'a jamais eu assez de données scientifiques pour le prouver de manière concluante. À ce moment-là, une pensée a résonné dans mon esprit. Une pensée que je n'osais pas prononcer à voix haute. Se pourrait-il que l'entreprise de mon propre père, Leroy Pharmaceutique, soit le coupable? Dans les semaines qui ont suivi, j'ai discrètement consacré plus de temps à comparer des échantillons d'eau de différentes sections du fleuve. Le courant m'a mené plus près d'un complexe industriel à l'ouest, marqué d'un panneau indiquant « Site Ouest, Leroy Pharmaceutique ». Mon cœur battait la chamade en lisant ces mots. Tout ce que je découvrais semblait pointer directement vers ma propre famille. J'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai fouillé dans les rapports publics de l'installation sur le traitement des eaux usées, mais les documents étaient remplis de chiffres qui semblaient parfaits,
si parfaits qu'ils en étaient incroyables. De par mon expérience de stagiaire, je savais qu'aucun processus ne fonctionnait jamais aussi bien. Quelque chose était caché. J'ai secrètement pris des photos, stocké des données d'échantillons et tout noté soigneusement dans un carnet privé. Jour après jour, les preuves s'accumulaient. Dans des échantillons collectés juste à l'extérieur des portes de l'usine, j'ai détecté des concentrations dangereusement élevées de cyclopentylamine, un nouveau composé non encore inclus dans les listes de tests standards, mais que j'ai reconnu immédiatement. C'était le même médicament expérimental que j'avais vu dans les documents de recherche interne de l'entreprise. Il n'y avait aucun moyen qu'il apparaisse là par accident. Il ne pouvait provenir que des laboratoires de Leroy Pharmaceutique. J'ai senti mon estomac se nouer. D'un côté, j'étais une scientifique motivée par la vérité. De l'autre, c'était ma famille, l'entreprise de mes parents, l'endroit où Sophie occupait maintenant un poste de direction. Si je rendais cela public, ce serait comme braquer une arme sur ma propre lignée. Mais alors je me suis souvenu des mots de ma grand-mère. Ne laisse jamais personne décider de ta valeur. Si elle était encore en vie, je savais qu'elle voudrait que je fasse ce qui était juste. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans ma chambre d'étudiante, fixant la pile de données. Je savais avec une clarté absolue que si je gardais le silence, des milliers de personnes vivant le long du Rhône continueraient à souffrir des conséquences. L'eau polluée ne cause pas seulement le cancer, elle fait muter les écosystèmes, anéantit les populations de poissons et empoisonne les générations à venir. Je ne pouvais pas fermer les yeux là-dessus. J'ai décidé de confronter mes parents. Lors d'une des rares soirées où nous nous sommes assis pour dîner ensemble, j'ai rassemblé tout mon courage et étalé les résultats imprimés des tests sur la table. Je sais ce que l'entreprise fait au site ouest, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. J'ai des données. J'ai des preuves. Si vous n'arrêtez pas les déversements illégaux, je ferai un signalement. La table entière est tombée dans un silence de mort. Mon père a lentement levé son regard de son verre de vin, ses yeux tranchants comme des lames. Ma mère a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, ses mains serrées sur ses genoux. Seule Sophie semblait ébranlée, ses grands yeux remplis de choc. Finalement, Richard Leroy a parlé, sa voix basse et froide. Tu ne comprends pas ce que tu dis, Camille. Il y a des choses plus grandes que tu ne le réalises. Cette famille survit grâce au silence. Pour la première fois, je n'ai pas baissé la tête. Le silence, ce n'est pas la famille, ai-je riposté. Le silence, c'est de la complicité. À partir de ce moment, j'ai su que j'avais mis le pied sur un chemin sans retour. J'ai commencé à tout rassembler. Des jeux de données en double, des photographies des échantillons, des journaux méticuleux de l'heure et du lieu. J'ai tout stocké sur un disque dur crypté juste au cas où le pire arriverait. Je savais que mes parents ne laisseraient pas passer cela. Et je savais aussi que cette décision, combinée à l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé, avait fait de moi la seule épine de la famille Leroy qu'il ne pourrait jamais retirer. Une sombre prémonition pulsait dans mon esprit et quelques semaines plus tard, cette prémonition est devenue réalité. Après cette confrontation, l'atmosphère dans ma famille a changé de manière étrange. Auparavant, chaque appel téléphonique et chaque réunion du week-end était rempli de réprimandes sur la façon dont le domaine que j'avais choisi n'apportait aucune valeur à la famille ou sur mon refus de faire un stage dans l'entreprise. Mais quelques jours seulement après avoir osé poser des données environnementales sur la table du dîner et déclarer que je les dénoncerais, leur ton a complètement changé. Ma mère a commencé à appeler plus souvent, ne remettant plus en question mes notes ni ne me pressant sur mes projets de carrière. Au lieu de cela, elle demandait quel genre de fleurs je voulais sur les tables de mon dîner de fin d'études ou quel plat j'aimais pour que le chef puisse les préparer. Mon père m'a même envoyé un court SMS. Félicitations d'avance. Tu as fait quelque chose de bien. Lire ces mots m'a envoyé un frisson dans le dos. Mon père ne m'avait jamais félicité de ma vie. Ce changement ne m'apportait aucun réconfort. Il me rendait seulement plus méfiante. Ils ont dit qu'ils organiseraient une grande fête sur le toit de l'Intercontinental, où chaque baie vitrée s'ouvrait sur une vue imprenable de Lyon. Tu mérites une célébration digne de toi, a dit ma mère doucement au téléphone, son ton si mielleux qu'il sonnait faux. J'ai forcé un sourire poli qu'elle ne pouvait pas voir et j'ai répondu « Oui, merci maman ». Mais au fond de moi, je savais que rien de ce que faisaient mes parents ne venait sans condition. Dans ces derniers jours avant la remise des diplômes, je me suis plongé dans la finalisation des dossiers de recherche de mon groupe tout en préparant soigneusement un plan pour me protéger.
j'ai gardé une copie des données environnementales à l'université, une autre sur mon disque dur personnel et une troisième chez mon professeur superviseur, juste au cas où je viendrais à disparaître. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Émilie et Noé, mes amis les plus proches. Je ne voulais pas les entraîner dans le danger. Un soir, alors que je rentrais dîner quelques jours avant la remise des diplômes, j'ai surpris par hasard une dispute animée derrière la porte du bureau de mon père. J'étais sur le point de passer mon chemin quand je me suis figé en entendant la voix de ma mère, pleine d'inquiétude. « Richard, es-tu sûr que c'est nécessaire ? Et si quelqu'un le découvrait ?» Le ton de mon père était bas et tranchant. « Tu ne comprends pas ? Elle a déjà assez de preuves. Ajoute l'héritage par-dessus ça et elle ne dépendra plus jamais de nous. Elle pourrait faire tomber toute l'entreprise. » La voix de ma mère tremblait en répondant. « Mais c'est notre fille. » « Non, la coupa mon père. C'est une menace. L'ANSM a déjà commencé une enquête discrète. Si Camille parle, nous perdons tout. » J'ai retenu mon souffle, mon cœur battant violemment. Chaque mot atterrissait comme un coup de marteau sur mon crâne. Puis la voix de mon père a baissé davantage, mais toujours assez claire pour que j'entende. Le plan est juste de la rendre malade pendant quelques jours, de la faire hospitaliser. Et pendant ce temps, nous nous occuperons de la paperasse, nous couvrirons les dossiers. Si le pire arrive, si elle meurt avant que le fonds ne soit débloqué, l'argent nous revient. C'est la loi. Je suis resté figé derrière la porte, des sueurs froides perlant sur ma peau. Mes propres parents complotaient pour empoisonner la fille qu'ils avaient mise au monde. Et il ne s'agissait pas seulement des 10 millions d'euros. Il s'agissait de faire taire la vérité que je détenais sur le site Ouest. À cet instant, j'ai voulu faire irruption pour hurler. Mais une autre voix à l'intérieur a chuchoté, non. S'ils savent que tu as entendu, ils trouveront un autre moyen, quelque chose de bien pire. J'ai reculé, me forçant à retourner dans le salon et à faire semblant de n'avoir rien entendu. Ce soir-là, Sophie était assise à côté de moi, bavardant joyeusement de son travail à l'entreprise. Elle m'a demandé si après mon diplôme, je comptais postuler dans une organisation environnementale internationale. J'ai regardé son visage, radieux, confiant, et pourtant si parfaitement inconscient du complot de nos parents. Cela m'a frappé alors. Sophie n'avait pas pris part à cette conversation. Elle était complètement étrangère à leur machination. Pour elle, j'étais toujours la grande sœur distante, mais jamais l'ennemi. En la regardant rire, ma poitrine s'est serrée. Une partie de moi lui en voulait d'être adorée, de recevoir un amour inconditionnel, mais une autre partie de moi voulait la protéger, s'assurer qu'elle ne devienne jamais une victime collatérale des jeux de pouvoir de nos parents. Je savais que dans quelques jours à peine, tout exploserait, et je devais être prête. De l'extérieur, les jours précédant la remise des diplômes semblaient brillants et joyeux. Mais pour moi, ils pesaient lourd comme un brouillard noir. Mes parents parlaient doucement, souriaient souvent, mais chaque mot, chaque geste sonnait faux. Je portais une terreur constante que la fête qu'ils prévoyaient ne soit pas destinée à m'honorer, mais à m'achever. Et la partie la plus horrifiante était que je ne pouvais le dire à personne, pas même aux gens que j'aimais, parce que n'importe qui pouvait être entraîné dans ma chute. C'est alors que j'ai compris que la bataille pour ma vie avait commencé et que moi, Camille Leroy, je devrais marcher seul jusqu'à la vérité. Le soir de ma fête de remise des diplômes est enfin arrivé. En sortant de l'ascenseur en verre menant au toit de l'Hôtel Dieu, j'ai été presque submergé par l'extravagance qui s'étendait devant moi. Des rubans dorés de lumière s'enroulaient autour de chaque colonne. Des tables de banquet drapées de lin blanc immaculé étaient ornées d'orchidées importées. Et un petit ensemble de jazz jouait des mélodies douces qui se mêlaient au tintement délicat des verres. Pour les étrangers, la scène était une preuve de richesse, un étalage éblouissant d'amour d'une famille puissante honorant sa fille. Mais pour moi, chaque bougie vacillante ressemblait à une flamme attendant de consumer mon cœur avec sa tromperie. La plupart des invités étaient des visages familiers du monde des affaires lyonnais. J'ai reconnu les partenaires de mon père, des cadres élégamment vêtus, des avocats influents qui servaient notre famille depuis des années, et même quelques journalistes de magazines économiques locaux. Parmi cette mer d'étrangers, seule une poignée de personnes m'appartenaient vraiment. Émilie et Noé, semblant légèrement déplacés dans leurs robes et costumes de location. Ils se sont précipités vers moi, m'enveloppant dans des étreintes de félicitations, et j'ai forcé un sourire, silencieusement reconnaissante qu'au moins je ne sois pas complètement seul, que j'ai encore des gens qui se souciaient vraiment de moi. Alors que je parlais avec mes amis, je pouvais sentir les yeux de mes parents fixés sur moi,
ne vacillant pas une seconde. Leur présence pesait sur moi comme le poids de 2 faucons encerclant leur proie, surveillant chaque mouvement, chaque mot qui quittait mes lèvres. Chaque fois que je changeais de position, ils manœuvraient subtilement pour me garder dans leur ligne de mire. Leur sourire restait en place, mais la raideur de leurs lèvres et l'éclat calculateur dans leurs yeux racontaient une autre histoire. Je m'étais habitué à leur froideur au fil des ans, mais ce soir, leur regard portait quelque chose de plus que du contrôle. Il portait l'odeur d'un plan. J'ai aperçu mon père se pencher pour chuchoter quelque chose à maître Gérard, l'avocat de longue date de l'entreprise. Gérard a hoché la tête, puis m'a jeté un coup d'œil avec le regard pointu et évaluateur de quelqu'un estimant un objet sur le point d'être mis aux enchères. Un frisson m'a parcouru. Toute ma vie, cet homme avait été le bras droit de mon père, rédigeant des contrats, comblant chaque faille juridique, protégeant l'entreprise de tout examen. S'il était ici ce soir, ce n'était pas juste pour célébrer mon diplôme. Sophie est apparue à mes côtés, souriant radieusement comme toujours. Elle a levé sa coupe de champagne et m'a tapé légèrement sur l'épaule. Sœurette, tout le monde n'arrête pas de me demander quels sont tes projets après le diplôme. Pourquoi sont-ils si obsédés par ça? Papa et maman n'arrêtent pas d'en parler encore et encore. J'ai regardé Sophie et j'ai vu l'innocence dans ses yeux mêlés à une légère trace de malaise. Elle ne comprenait toujours pas la vérité derrière tout cela. Ma poitrine s'est serrée sous un flot d'émotions enchevêtrées. Une part de colère contre la façon dont elle avait été infiniment favorisée. Une part de pitié pour la façon dont elle ne voyait pas qu'elle n'était qu'une autre pièce sur l'échiquier de nos parents. J'ai forcé un sourire et j'ai dit, ils veulent probablement juste s'assurer que je ferai ce qu'il faut pour la famille. Sophie a froncé les sourcils. Mais n'est-ce pas ton moment? Pourquoi ne te demande-t-il pas si tu es heureuse ou ce que tu veux? Cette simple question m'a transpercé comme une lame. Je me suis détourné, buvant mon eau pour éviter de répondre. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai surpris le regard de ma mère fixé sur moi, son sourire rigide comme de la cire. Elle se tenait parmi un groupe de femmes de la haute société, son verre de vin scintillant à la main, pourtant son attention ne quittait jamais le moindre de mes gestes. Elle avait toujours été une actrice de maître en public, une femme du peuple comme la presse aimait l'appeler. Mais je connaissais la vérité. Derrière ce masque poli battait un cœur froid, prêt à sacrifier n'importe qui, même sa propre fille, pour préserver sa gloire. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Tous mes sens étaient en alerte maximale. Je savais que je me tenais dans l'arène des prédateurs, et que j'étais la proie. Les rires et les bavardages autour de moi se sont fondus en un bourdonnement lointain, ne laissant que le martèlement de mon cœur dans ma poitrine. Mon esprit a flashé sur le carnet rempli de données d'échantillons d'eau que j'avais cachés. Tant que j'étais en vie, cette vérité pouvait encore éclater au grand jour. Et peut-être était-ce exactement pour cela que mes parents avaient décidé que je devais être éliminé ce soir. Mais je n'ai pas tremblé. J'avais déjà entendu leur complot. J'étais prête, et je me suis juré que je ne les laisserais pas gagner si facilement. La fête était entrée dans sa phase la plus formelle. Des lumières dorées et chaudes se répandaient sur le toit terrasse, brillant contre les tables rondes disposées en cercle autour de l'estrade. Le son doux du jazz en live dérivait du groupe dans le coin, se mêlant au tintement délicat des verres en cristal. J'ai regardé autour de moi. Les invités étaient tous là, partenaires commerciaux, quelques journalistes et bien sûr, l'avocat de la famille. Tout le monde attendait le moment de lever son verre en l'honneur de la célèbre diplômée de la famille Leroy, ou plus exactement, en l'honneur de Sophie, pas de moi. J'étais assise là dans la robe bleu marine qu'Émilie avait choisie pour moi, le cœur inquiet. Depuis le début de la soirée, mes parents ne m'avaient pas quitté des yeux. Chaque mouvement que je faisais semblait être sous un microscope. Chaque fois que je parlais avec un invité, les yeux de mon père se tournaient vers moi, puis se détournaient rapidement alors qu'il se penchait pour chuchoter quelque chose à l'avocat, l'homme aux cheveux argentés avec de fines lunettes scintillant sous les lumières. Et puis le moment que je redoutais est finalement arrivé. Mon père s'est levé, portant ce sourire doux, le même qui m'avait trompé en me faisant confiance quand j'étais enfant, mais qui maintenant ne faisait qu'envoyer un frisson dans mon dos. Il a frappé dans ses mains, signalant au serveur d'apporter une luxueuse boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une bouteille de vin rouge exposée comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Ceci, commença-t-il, sa voix grave résonnant de fierté, est une bouteille réservée uniquement aux occasions les plus spéciales de notre famille. Camille obtient son diplôme aujourd'hui, et son avenir brille.
Rien ne pourrait être plus approprié pour célébrer ce moment qu'avec ce vin rare et précieux. Les invités ont éclaté en applaudissements. Ils ont ri, levé leur téléphone pour capturer ce soi-disant moment familial chaleureux. J'ai souri aussi, bien qu'à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose me faisait terriblement mal. Je l'ai remarqué immédiatement. Mon père n'a pas laissé les serveurs servir comme d'habitude. Il a ouvert la bouteille lui-même et avec un soin délibéré a rempli chaque verre à la main. Le verre a été posé devant moi. Je l'ai incliné légèrement et mon cœur s'est serré. Dans le tourbillon rubis profond, je l'ai vu, une fine poussière scintillant faiblement sous les lumières, des particules pas encore dissoutes. Mon cœur tonnait dans mes oreilles. Les mots que j'avais entendus la veille me sont revenus en mémoire. Juste assez de poison pour la rendre malade. Hospitalisée pour quelques jours. Le temps de transférer les actifs. Ma gorge s'est asséchée, mais j'ai gardé mon sourire calme, inébranlable. J'ai regardé autour de moi. Ma mère faisait semblant de discuter avec les femmes à côté d'elle, bien que ses yeux ne me quittent jamais. Mon père a levé son verre, attendant que je suive. Dans cet instant tendu, je me suis penché très légèrement et j'ai tapé sur la main d'Émilie sous la table. Elle a levé les yeux et a croisé les miens, des yeux remplis à la fois d'une prière et de résolution. Mes lèvres ont à peine bougé alors que je chuchotais, « Filme ça. Enregistre tout. » Émilie a fait un signe de tête imperceptible. Discrètement, elle a glissé son téléphone de sa pochette, l'a placé sur ses genoux, et d'une touche discrète, a lancé l'enregistrement vidéo, orienté vers la table. « À Camille », a déclaré mon père, sa voix retentissant sur le toit. Les invités ont fait écho au toast, leurs applaudissements remplissant l'air. J'ai levé mon verre. Sophie, assise à côté de moi, souriait brillamment, son visage rayonnant de fierté sans la moindre trace de soupçon. Elle n'avait jamais entrevu le côté sombre de nos parents, n'avait jamais imaginé qu'ils pourraient faire du mal à leur propre enfant. Les yeux de mon père ont brillé, me pressant de boire. J'ai pris une respiration régulière, puis je me suis tourné soudainement vers Sophie, ma voix douce et affectueuse. Ma chère sœur, aujourd'hui n'est pas seulement mon jour. Tu as été avec moi pendant ces 4 années d'université, m'encourageant chaque fois que j'étais fatigué. Je veux partager cette joie avec toi. J'ai souri et j'ai tendu mon verre à Sophie. Les invités ont applaudi d'un air approbateur, croyant que ce n'était rien de plus qu'un doux geste d'affection fraternelle. « Oh, Camille, tu es incroyable !» s'est exclamée Sophie, sa voix débordante d'émotion. Elle a pris le verre de mes mains sans l'ombre d'un doute. J'ai rapidement levé son verre, celui qui était clair et sûr, et je l'ai porté à mes lèvres. À cet instant, mes parents ont blêmi. La couleur a complètement quitté leur visage. Ma mère a bégayé, tendant à moitié la main pour l'arrêter, mais c'était trop tard. Devant des dizaines d'invités et les téléphones qui enregistraient déjà, ils ne pouvaient rien faire. Sophie a penché la tête en arrière et a bu d'une longue gorgée. « Délicieux », a-t-elle dit avec un rire insouciant, totalement inconsciente de ce qu'elle venait d'avaler. La musique a repris de plus belle. Les invités sont retournés à leur conversation, mais du coin de l'œil, j'ai vu mes parents rester figés. Ils forçaient des sourires, applaudissaient avec la foule, mais leurs mains tremblaient. L'avocat de la famille s'est penché bas pour chuchoter quelque chose, son propre visage trahissant la panique. J'ai posé mon verre doucement sur la table et j'ai souri calmement. Sous la table, j'ai serré fort la main d'Émilie. La caméra tournait toujours, capturant tout l'échange de verres, la lueur de terreur dans les yeux de mes parents. J'ai baissé la tête et j'ai chuchoté juste assez fort pour qu'Émilie entende, la preuve est scellée. Maintenant, ils vont devoir jouer selon mes règles. Le toit terrasse bourdonnait de vie. Le jazz flottait dans l'air nocturne, se mêlant aux carillons des verres, aux éclats de rire, aux lumières scintillantes se reflétant sur la ligne d'horizon vitrée de Lyon. Je gardais mon visage serein, bien qu'à l'intérieur mon cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir briser mes côtes. Je venais de faire quelque chose de si audacieux que je pouvais à peine y croire moi-même. J'avais passé le verre spécial versé par la main de mon père à Sophie, et maintenant tout ce que je pouvais faire était d'attendre et de voir ce qui allait se passer. Les 10 premières minutes se sont écoulées sans incident. Sophie riait brillamment, serrant la main des invités, se vantant même que notre famille s'apprêtait à lui confier de plus grandes responsabilités au sein de l'entreprise. Je me tenais à l'écart, écoutant calmement, regardant calmement. Chaque fois que les yeux de mes parents se tournaient vers Sophie,
je pouvais voir la tension derrière leur sourire forcé, le pincement de leurs lèvres. Ils avaient peur. Je le savais. Et puis, environ 10 minutes plus tard, le changement a commencé. Sophie, qui était toujours d'un calme impeccable, a soudainement placé une main sur sa poitrine. Son visage s'est vidé de sa couleur. « Ça va ?» a demandé un ami alors qu'elle vacillait. J'ai juste un peu le tournis, a murmuré Sophie, forçant un sourire fragile. Mais en moins d'une minute, une sueur froide a coulé sur sa peau, faisant couler son maquillage en traînées sombres sur ses joues. J'ai retenu mon souffle. Mon cœur s'est serré douloureusement. Peu importe l'amertume que je ressentais envers elle, voir Sophie souffrir ainsi me frappait encore d'un coup de tristesse. Mais alors les souvenirs ont afflué. Les fois où elle s'était approprié mon travail. Les fois où mes parents l'avaient défendu et m'avaient rejeté. Et ce soir, le fait que nos parents m'avaient destiné ce poison. Mon cœur. Il bat trop vite, a haleté Sophie avant de s'effondrer soudainement sur le sol. Des cris ont éclaté à travers la fête. Des invités ont reculé de panique. D'autres ont crié frénétiquement à l'aide. Appelez le SAMU. Une ambulance, vite, a crié quelqu'un. Je me suis précipité, m'agenouillant près de Sophie. Étrangement, j'étais plus calme que quiconque. Au milieu du chaos, je me suis penché près d'Émilie et j'ai chuchoté, envoie la vidéo maintenant. Sauvegarde-la sur le cloud. Ne la laisse pas se perdre. Émilie a hoché la tête rapidement, ses mains tremblantes mais fermes alors qu'elle tapait sur son téléphone, sécurisant la preuve. Le hurlement des sirènes de l'ambulance a traversé la nuit lyonnaise plus vite que je ne l'espérais. Les ambulanciers se sont précipités sur le toit avec un brancard et du matériel d'urgence. On a allongé Sophie, son visage d'une pâleur fantomatique, ses yeux papillonnants à demi fermés. Elle a du mal à respirer, arythmie cardiaque, a crié un médecin. Nous devons l'emmener à l'hôpital Édouard Herriot immédiatement. Je me suis avancé, restant proche, mon regard stable, ma voix claire et ferme. Attendez, j'ai une information critique. Dites au médecin qu'il s'agit très probablement d'une toxine liée à un composé expérimental de Leroy Pharmaceutique, code de projet R17. La substance s'appelle dérivé de cyclopentylamine 47. Les ambulanciers se sont figés une fraction de seconde. L'un d'eux s'est tourné vers moi, surpris par la certitude dans ma voix. Vous êtes sûr ? J'ai hoché la tête sèchement. J'ai fait un stage dans le laboratoire de l'entreprise. Je connais les signes. Si vous ne les alertez pas tout de suite, les médecins perdront un temps précieux. Sans hésitation, le médecin a griffonné des notes et a relayé le message par sa radio. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Il restait figé, le visage cendré. Ma mère a bégayé, la voix brisée. Camille, quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ne calomnie pas tes propres parents comme ça. Je me suis retourné, ma voix tranchante comme de l'acier. Calomnie ? Tout le monde ici a vu que c'est père qui a choisi cette bouteille. Et bientôt les médecins confirmeront tout. S'il n'y a vraiment rien à cacher, alors de quoi avez-vous si peur ? L'air est devenu silencieux. Quelques invités ont commencé à regarder mes parents avec suspicion. L'avocat de la famille se tenait raide à côté d'eux, la sueur perlant sur son front, sa bouche incapable de former un mot. L'ambulance est partie à toute vitesse. J'ai commencé à suivre, mais Émilie m'a attrapé le bras, l'inquiétude gravée sur son visage. Tu es sûr de vouloir y aller ? Je peux venir avec toi. La police sera là d'une minute à l'autre. C'est exactement pour ça que je dois y aller, ai-je répondu, mes yeux inébranlables. Si je ne suis pas là, ils déformeront l'histoire, me feront passer pour la menteuse. Je dois être celle qui dira la vérité en premier. Aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, le chaos régnait. Médecins et infirmières s'affairaient autour de Sophie, insérant des perfusions, attachant des moniteurs cardiaques. L'écran montrait des pics erratiques, son rythme cardiaque en désarroi complet. Un médecin a froncé les sourcils devant les résultats des tests. Signe d'empoisonnement chimique, probablement un composé industriel. Je suis intervenu immédiatement. Cela pourrait être le R17. Un composé expérimental suspendu parce qu'il causait de l'arythmie et une insuffisance respiratoire. Leroy Pharmaceutique l'a étudié il y a 2 ans. La tête du médecin s'est relevée brusquement, surpris. Et comment savez-vous cela ?
J'enquête secrètement sur leur laboratoire depuis des mois, ai-je répondu fermement. C'est pourquoi, dès que Sophie a commencé à avoir des sueurs froides et que son rythme cardiaque est devenu irrégulier, j'ai reconnu les symptômes instantanément. Ce n'est pas un hasard. C'est la réaction classique au composé expérimental dérivé de cyclopentylamine 47 du projet R17. Le médecin a hoché la tête sèchement et a donné l'ordre. Préparez le protocole d'antidote expérimental pour le dérivé de cyclopentylamine 47. Vite. C'est alors que la police est arrivée. 2 officiers sont entrés et ont immédiatement demandé des dépositions. Il y a suspicion d'empoisonnement de la victime. Nous avons besoin d'informations. Mon père s'est avancé, la voix dure. C'est une affaire familiale privée. Ma fille a seulement fait une chute de tension. Il n'y a pas besoin d'intervention policière. Mais l'officier l'a coupé fermement. Les médecins ont confirmé des signes d'empoisonnement chimique. C'est maintenant une affaire criminelle. Vous et votre femme allez devoir coopérer. J'ai osé. Chaque œil dans la salle d'urgence s'est tourné vers mes parents. Ils essayaient de rester stables, mais le tremblement de leurs mains les trahissait complètement. Je me suis penché vers Émilie et j'ai chuchoté, ça a commencé. Ils n'échapperont pas cette fois. Sophie est restée inconsciente, mais avec l'antidote d'urgence, ses signes vitaux se sont lentement stabilisés. Le médecin s'est tourné vers moi, sa voix inébranlable. Vos informations lui ont sauvé la vie. Sans elles, nous aurions perdu des minutes critiques. J'ai hoché la tête silencieusement. À l'intérieur, je ressentais à la fois du soulagement et de l'amertume. Sophie avait été sauvée, mais la vérité sur mes parents, leur complot pour empoisonner leur propre fille, était maintenant au grand jour. Je savais que ce n'était que le début. Mais au moins ce soir, l'équilibre avait changé. Celle qui devait être la victime était maintenant celle qui détenait la vérité et les preuves. Pendant que Sophie gisait immobile dans l'unité de soins intensifs, j'étais assise à attendre dans le couloir blanc et austère de l'hôpital. Les lumières fluorescentes brillaient sur mon visage tendu. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des appels de la police, des appels d'avocats, même des journalistes. La nouvelle de l'effondrement de Sophie à un empoisonnement suspecté lors de la somptueuse fête de remise des diplômes de la famille Leroy s'était déjà répandue dans tout Lyon comme une traînée de poudre. En seulement 24 heures, la police judiciaire était officiellement impliquée. Je savais que la raison n'était pas seulement l'empoisonnement. C'était la piste menant directement aux composés expérimentaux dans les laboratoires de Leroy Pharmaceutique. Je pouvais encore le voir clairement, la façon dont mes parents chuchotaient avec l'avocat de la famille, la façon dont leurs yeux traquaient chacun de mes mouvements à la fête. Mon instinct me disait que ce n'était jamais juste une dispute familiale. C'était une conspiration. Ainsi, quand la police judiciaire et la gendarmerie ont pris d'assaut le siège de Leroy Pharmaceutique avec un mandat de perquisition d'urgence, je n'ai pas été surprise. Carton après carton de dossiers, disques durs et archives ont été scellés et emportés, comme si toute l'histoire sombre de ma famille était traînée vers la lumière. Il n'a fallu que quelques jours aux experts en toxicologie pour le confirmer. Le composé trouvé dans le sang de Sophie correspondait à un médicament expérimental que la NSM avait déjà suspendu en raison d'une toxicité suspectée. Ce qui m'a glacé jusqu'aux os, c'est que dans chaque rapport que l'entreprise avait soumis au régulateur, il n'y avait pas une seule mention de tels effets secondaires dangereux. Puis est arrivé un email anonyme au parquet provenant d'un scientifique qui avait travaillé sur le projet. Il écrivait « Nous avons été forcés de modifier les données. Ils nous ont fait cacher les réactions indésirables. J'ai encore les rapports originaux. » J'ai lu ces mots encore et encore, déchirés entre l'indignation et le soulagement. Enfin, quelqu'un d'autre avait le courage de parler. La police a remonté la piste et a découvert une archive cachée sur les serveurs internes de l'entreprise, des trésors de documents montrant que les cadres supérieurs, y compris mes propres parents, avaient ordonné au personnel de falsifier les chiffres, d'effacer les décès d'animaux de laboratoire et d'enterrer les avertissements de toxicité hépatique. Mes mains tremblaient en feuilletant les dossiers copiés. Tous les soupçons que j'avais portés si longtemps n'étaient plus des théories. C'étaient des faits. Mais ce n'était pas tout. La division environnementale de l'entreprise a également été exposée. Dans un entrepôt à Vénissieux, les enquêteurs ont découvert des caisses de produits chimiques toxiques non traités enterrés directement dans le sol. Les registres d'expédition étaient falsifiés pour tromper la drille. J'ai repensé aux rivières polluées où j'avais prélevé des échantillons et la fureur a brûlé dans ma poitrine.
La vidéo qu'Émilie a enregistrée à la fête a également été remise à la police. Dessus, la caméra a capturé le moment où ma mère a discrètement glissé quelque chose dans la coupe de champagne avant que mon père ne me l'attende. Les images n'étaient pas claires comme du cristal, mais le mouvement était indubitable. Les tests médico-légaux ont confirmé que le verre contenait des traces du même composé expérimental toxique. Assise dans la salle d'interrogatoire, ma voix est restée calme mais inflexible. Mes parents m'ont toujours vu comme une épine dans leur pied. J'ai refusé de rejoindre l'entreprise. J'ai refusé de cautionner leurs affaires corrompues. Et ce soir-là, ils n'ont pas seulement essayé de ruiner ma réputation. Ils ont essayé de ruiner ma vie. Le lendemain, le journal Le Monde titrait en gras à la une, un PDG pharmaceutique et sa femme accusés de complot pour assassiner leur fille, fraude et crimes environnementaux. Les photos du siège de Leroy Pharmaceutique scellées par le ruban de la police inondaient toutes les chaînes d'information, devenant le symbole du scandale. BFM TV, Le Figaro, tous en parlaient. Ce qui avait commencé comme une tragédie familiale avait explosé en une onde de choc national sur l'éthique des entreprises et la décadence morale de l'élite. Les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de commentaires qualifiaient cela de cas le plus cruel de trahison parentale de la décennie. Un nouveau hashtag s'est répandu comme une traînée de poudre, justice pour Camille et Sophie. Je lisais les messages un par un, mes mains tremblant, mes yeux humides. 9 mois plus tard, au tribunal de grande instance de Lyon, le procès a officiellement commencé. L'attention de toute la ville s'est tournée vers l'affaire. Mes parents, vêtus de costumes sombres, étaient assis au banc des accusés, leur visage froid, comme s'ils croyaient encore détenir le contrôle. Leur avocat de la défense a élevé la voix. Mes clients sont piégés. Ce n'était rien d'autre qu'un accident. Camille a fabriqué cette histoire pour détruire ses parents et s'emparer de leur fortune. J'étais assise là à écouter, tout mon corps froid et rigide. Mais l'accusation était prête. Ils ont présenté la vidéo, les résultats toxicologiques, les documents falsifiés et les témoignages des propres employés de l'entreprise. Une carte de la contamination environnementale a illuminé l'écran, envoyant des murmures ondulés à travers la salle d'audience. Sophie, encore fragile et pas complètement rétablie, est montée à la barre des témoins. J'ai serré mes mains fort, regardant sa silhouette tremblante. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient stables. J'ai bu ce verre de vin. En quelques minutes, je ne pouvais plus respirer. J'ai cru que j'allais mourir à ma propre fête de remise des diplômes. Je ne veux pas y croire, mais la vérité est ce qu'elle est. La salle d'audience est devenue silencieuse. J'ai vu une lueur de désespoir traverser les yeux de mon père. Il s'est levé, sa voix brisée. C'était un malentendu. Ma fille se trompe. Nous ne ferions jamais de mal à notre propre enfant. Mais à ce moment précis, le procureur a révélé le coup final. Un email que mon père avait envoyé à la division de recherche, éliminait toutes les données sur les réactions indésirables. Sinon, ce projet est mort. Finalement, après des semaines de témoignages et d'arguments, le jury a rendu son verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation au complot pour commettre un meurtre, fraude financière, faux et usage de faux, et violation grave du droit de l'environnement. Le juge a frappé de son marteau, sa voix ferme et résonnante. Les accusés sont condamnés à une peine de prison ferme de longue durée. Tous les actifs personnels et corporatifs sont par la présente gelés. Leroy Pharmaceutique est placé sous administration judiciaire en attendant sa dissolution. La salle d'audience a éclaté sous le bruit des appareils photo qui cliquetaient, des claviers qui claquaient et des voix étouffées qui bourdonnaient. J'ai fermé les yeux alors qu'une larme unique glissait sur ma joue. Pas par pitié, mais parce qu'enfin la vérité avait éclaté au grand jour. Sophie et moi, autrefois rejetés, autrefois presque effacés, nous tenions maintenant comme témoins de l'effondrement complet d'un empire. Quand le procès s'est terminé, Lyon était encore en ébullition. Les nouvelles passaient tous les jours, le Progrès, la télévision nationale, tous les médias. Les noms de mes parents étaient désormais liés à jamais à des expressions comme complot de meurtre, fraude médicale et crimes environnementaux. L'entreprise pharmaceutique autrefois saluée comme la fierté de l'économie de la ville était officiellement saisie, ses actifs gelés, son avenir démantelé. L'ombre qu'ils avaient projetée sur moi pendant tant d'années, celle dont je pensais ne jamais pouvoir m'échapper, s'était finalement effondrée dans le néant. Je ne ressentais aucune joie à regarder leur chute, mais une paix rare s'est installée en moi. Pour la première fois, je ne vivais plus dans la peur, je n'avais plus à faire semblant d'aller bien sous le poids du jugement des autres. Après le procès,
j'ai quitté mon appartement exigu du centre-ville et j'ai emménagé dans la maison au bord du lac que ma grand-mère avait laissée derrière elle, près d'Annecy. La vieille maison en bois, avec son porche face aux eaux scintillantes du lac, m'a redonné un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. Sophie a emménagé avec moi aussi. Après s'être remise de son expérience de mort imminente, ma sœur, celle qui s'était autrefois tenue silencieusement aux côtés de nos parents, a choisi un chemin différent. Le jour où elle a apporté ses affaires dans la maison, elle m'a regardé avec une stabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne peux pas retourner dans le monde de l'entreprise, a-t-elle dit. Je ne peux pas continuer à fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Je postule pour une école de droit. Je veux devenir avocate en droit de l'environnement. Je veux utiliser mon travail pour protéger ceux qui n'ont pas de voix. Je l'ai regardée et pour la première fois, il n'y avait aucune trace de suspicion ou de ressentiment dans mes yeux. Je comprenais que la plus grande trahison de Sophie me tourner le dos n'était née que de la peur. Mais maintenant, elle avait choisi de se lever. Nous avons construit une nouvelle vie ensemble dans la maison au bord du lac. Le matin, nous préparions du café côte à côte, marchant pieds nus sur l'herbe trempée de rosée. L'après-midi, je me consacrais au plus grand projet de ma vie, la fondation de soutien communautaire. Avec la partie de l'héritage que le tribunal m'avait légitimement rendu, j'ai choisi de ne pas le garder pour moi. Au lieu de cela, le fonds a été établi pour aider les communautés lésées par les déversements illégaux de ma famille, restaurant les sources d'eau, fournissant une assistance médicale aux personnes empoisonnées et attribuant des bourses aux étudiants poursuivant des études de droit et de santé publique. Je savais que seule l'action, une action tangible et durable, pouvait vraiment guérir, pas seulement pour moi, mais pour les vies innocentes marquées par les crimes de l'entreprise. Sophie, quant à elle, s'est jetée dans la préparation de ses dossiers d'admission en droit. De nombreuses nuits, je la trouvais penchée sur le petit bureau en bois, les yeux rouges de fatigue, mais écrivant encore ligne après ligne. Une nuit, elle a levé les yeux vers moi, sa voix stable de conviction. J'ai gaspillé trop d'années dans le silence, mais à partir de maintenant, je transformerai ce silence en force pour protéger les autres. J'ai souri doucement, répondant, c'est la meilleure façon de faire amende honorable. Pas pour moi, mais pour toi-même. Nous n'étions plus deux enfants se disputant les miettes de l'affection de nos parents. Nous étions des alliés liés non par le sang, mais par le respect et la confiance, un nouveau genre de famille. Le temps a passé. Des invitations ont commencé à arriver pour que je prenne la parole lors de conférences internationales sur l'éthique des entreprises et la justice sociale. Un matin d'automne vivifiant, je me tenais dans une grande salle à Genève, face à des centaines de chercheurs, de journalistes et d'activistes. Je portais une robe bleu profond, les lumières de la scène captant mon visage, fort mais doux. Quand le micro s'est allumé, j'ai commencé par une simple vérité. Je croyais autrefois que la famille était tout. Que le sang protégerait toujours le sang. Que les parents ne feraient jamais de mal à leurs propres enfants. Mais j'ai appris une leçon amère. Le sang ne signifie pas l'amour. La vraie famille ne se définit pas par l'ADN, mais par ceux qui vous respectent, qui vous protègent, peu importe qui ils sont. La salle est devenue silencieuse. J'ai continué, ma voix stable. Mes parents ont essayé de m'empoisonner pour préserver leur pouvoir. Ils ont tordu l'entreprise que ma grand-mère avait fondée pour en faire un empire de cupidité. Mais la vérité est toujours l'antidote le plus puissant. Et quand vous avez le courage de l'affronter, vous récupérez votre liberté. J'ai regardé à travers le public les visages attentifs et à l'écoute, certains les yeux brillants. Lentement, j'ai poursuivi. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié. Je la raconte pour que quiconque a déjà été blessé par sa propre famille sache ceci, vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit de sortir du cycle toxique. Vous avez le droit de choisir votre propre famille. Et parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de regarder les autres tomber. C'est de vivre une vie de joie, de succès, d'indépendance vis-à-vis de ceux qui ont un jour essayé de vous détruire. Un tonnerre d'applaudissements s'est élevé, roulant encore et encore. J'ai souri faiblement. À ce moment-là, j'avais l'impression que ma grand-mère souriait aussi, quelque part dans la salle. Faible mais forte. J'ai continué à travailler avec la fondation communautaire. Sophie a reçu sa lettre d'acceptation en école de droit. Nous avions trouvé notre propre chemin, ne plus être liés par l'ombre sombre de nos parents. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le lac d'Annecy, Sophie et moi étions assises ensemble sur le porche,
la brise glissant doucement à travers les lattes de bois. J'ai parlé doucement, comme pour moi-même, mais aussi pour le monde au-delà. En fin de compte, le cadeau le plus précieux que grand-mère m'a laissé n'était pas cette maison, ni même l'héritage. C'était son rappel que le véritable amour ne vient jamais avec le contrôle ou la destruction. Il ne peut venir que du respect et de la protection mutuelle. Sophie a serré ma main, souriant. Et à partir de maintenant, nous nous protégerons l'une l'autre. J'ai regardé ma sœur, la lueur cramoisie du coucher de soleil se reflétant sur le lac. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment libre. Pas seulement libre de mes parents, mais libre de la peur qui m'avait mise en cage tout au long de ma jeunesse. Mon histoire se termine ici, mais le message perdure. Le sang ne signifie pas l'amour. La vraie famille est faite de ceux qui choisissent de rester à vos côtés. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, sera toujours l'antidote le plus puissant.